Je vous propose de parler de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, comment l'utiliser au quotidien. J'accueille Hugo Benz, CEO de La Chapelle, Bruno Mendes da Silva, CEO de X Technologies, Charlotte Bellet, CEO de Artemis et Vincent Barat, CEO de Albert. On peut les applaudir? Où vous voulez. Je vous en prie, prenez un petit micro chacun. Merci. Et voilà. On a parlé quand même un petit peu en tout début d'après-midi de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. On ne peut pas y échapper, que ce soit par rapport à l'expérience client ou par rapport tout simplement, voilà, on parlait de facturation également. Hugo, pour ceux qui ne connaissent pas La Chapelle, est-ce que déjà tu peux nous faire un petit elevator speech mini. Pas de soucis, je vais faire vite. Et super, et surtout de nous dire comment est-ce que l'IA va révolutionner le travail des créateurs de contenu et quel impact cela peut avoir pour ta productivité. Ok, tout un programme. Bon, déjà, bonjour à tous. Merci à Conto pour l'invitation. Je vais aussi particulièrement remercier Mélanie, je ne sais pas si on l'a déjà cité, qui a tout organisé, qui a fait en sorte que tout se passe bien pour vous et pour nous. Donc, merci à elle, on peut l'applaudir, je pense. Bravo. Et moi, pour me présenter très rapidement, je m'appelle Hugo, 36 ans, marié, un enfant, j'habite à Bordeaux, je suis entrepreneur depuis 15 ans et j'ai monté un startup studio qui s'appelle La Chapelle. C'est-à-dire que notre métier, il est simple. Notre métier, c'est une boîte qui monte des boîtes. Et donc, du coup, avec une vision à 10 ans de monter une trentaine de sociétés et du coup, qui répondent à des problématiques, que ce soit en agence ou avec de la tech en SaaS, sur la créateur économie, donc sur ce métier, sur tous ces métiers de la création de contenu, qu'elle soit écrite, audio, vidéo, et donc du coup avec tout ce qui s'ensuit. Et du coup, pour répondre à ta deuxième question, évidemment, quand il y a un peu plus d'un an, on a découvert l'IA, déjà avec ChatGPT, et après, tout ce qui a pu s'en suivre, parce qu'après, du coup, tous les entrepreneurs se sont tous un peu excités au même moment, ont vu ce qu'ils pouvaient créer à partir de cette techno qui évoluait toutes les semaines. Il y a eu plein de choses, plein de nouveaux outils qui soient plus ou moins aboutis, qui ont été créés, et en fait, qui aujourd'hui, nous, comme la création de contenu, qu'elle soit pour nous ou pour nos clients, ça devient quelque chose de très important, mais qui peut être très chronophage. Ça nous fait évidemment gagner énormément de temps. On va rentrer un petit peu dans les détails tout à l'heure, justement, pour savoir comment on peut gagner du temps. Bruno, justement, quel est... alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas X Technologies, quelques petits mots sur l'entreprise, et puis surtout, comment est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle ? Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Bruno, j'ai 34 ans. Je suis entrepreneur depuis 10 ans. J'ai monté une première boîte il y a 10 ans qui n'a pas marché. Ensuite, j'ai monté X Technologies. En 2019, en fait, nous, on fait une nouvelle génération d'infrastructures qui permettent aux équipes d'ingénieurs qui travaillent sur des IA complexes ou des systèmes autonomes d'extraire la substantifique moelle, c'est-à-dire les 1% généralement qu'on utilise. Donc on fait ça à travers des procédés assez techniques qui vont venir très près des systèmes ou des infrastructures cloud de nos clients. Et voilà, on est une quarantaine, on a levé 10 millions d'euros, on est entre la France et les États-Unis. Bravo. Donc je reviens. Bravo. Où ça, aux États-Unis ? À San Francisco. Voilà. Donc, j'ai atterri hier. Là, je suis un peu fatigué. D'où le jet lag. Mais voilà. Et du coup, nous, en fait, on fait du B2B. On n'a pas d'appli pour on va dire, pour monsieur tout le monde. Et en fait, notre infrastructure, elle sert à toutes les entreprises qui développaient des intelligences artificielles ou maintenant des IA génératives à pouvoir justement avoir une infrastructure de données qui permet justement de traiter que des événements, traiter que des données pertinentes parce qu'en fait toutes les données sont pas forcément utiles. Donc on va supporter maintenant toutes les entreprises qui vont intégrer des foundation model, comme on dit, comme Mistral AI peut en faire, la start-up française, pour pouvoir justement, en gros, combler le gap entre le modèle open source, donc le modèle sur lequel on va se baser pour faire je sais pas, une application, et les données historiques de l'entreprise qui veut les intégrer et justement le fine-tuner, comme on dit, pour lui permettre de l'utiliser
de manière beaucoup plus efficace pour son cas d'usage. Voilà. Merci. Charlotte. Oui. Sujet que je connais bien, les RH. Comment l'intelligence artificielle est utilisée chez Artemis, justement, dans le secteur du recrutement? Ouais, bonjour à tous, moi je m'appelle Charlotte Bellé, donc j'ai 26 ans, ça fait 3 ans que je suis entrepreneur, c'est ma 2e boîte. Avant ça, j'ai travaillé aux États-Unis, j'étais en transformation digitale en financial services. Voilà, j'ai aidé les banques à passer sur le cloud, du coup à se mettre aux normes côté techno. Et ensuite, j'ai travaillé en data science appliquée au marketing en Australie, dans une boîte qui s'appelle HelloFresh. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà reçu des pubs sur les réseaux sociaux. Oui. Je travaillais là-dessus sur comment cibler les gens et avec quel message. J'ai vu qu'avec la data science, on pouvait attirer et retenir des personnes, choisir les meilleurs canaux, les meilleures stratégies pour attirer les bons clients, les retenir et maximiser en fait ce qu'on peut obtenir d'eux. Et en fait, quand on prend un peu la même chose, mais côté pro, on se rend compte qu'on a énormément d'offres, on a énormément de possibilités, mais c'est pas ciblé. Il faut mettre des mots-clés. Sauf que par exemple, si on met lead développeur et que l'entreprise cherche un software engineer qui est potentiellement le même job, en fait, on va pas se trouver. De la même manière, si un talent met sur son CV lead développeur et que le recruteur met software engineer, l'algo de LinkedIn va pas forcément faire le rapprochement. Donc le système est un peu cassé alors que les deux veulent la même chose. Donc l'idée en fait c'est de venir appliquer les méthodes du marketing au monde du recrutement pour aider les talents et les entreprises à mieux se retrouver de façon fructueuse, à limiter en fait tout le process qui est cassé sur cette première étape. Et donc on crée un CRM, c'est un peu comme Salesforce, qui permet aux entreprises en fait de capitaliser sur toutes leurs activités d'attraction de talents pour créer une base unique via les job boards, via LinkedIn, via leurs événements. Par exemple, celui-ci pour Conto pourrait être un événement de recrutement aussi, au-delà d'un événement marketing. Et ensuite, par les contenus qu'on va envoyer, par la donnée comportementale. Est-ce que j'ai ouvert le mail? Est-ce que j'ai cliqué sur un lien? Est-ce que j'ai répondu? On va prédire les centres d'intérêt des talents pour les faire matcher avec les jobs au lieu de simplement regarder le CV. Et ça, c'est hyper puissant parce que, en fait, cette donnée nous permet de comprendre qu'est-ce que le talent recherche à l'instant T et pas seulement le qualifier sur ce qu'il a fait dans le passé et donc être capable de prédire un petit peu qu'est-ce qui va l'intéresser dans le futur. Voilà, moi, je suis ingénieur, j'ai fait du conseil, j'ai fait de la data science, maintenant je suis entrepreneur dans une boîte de HR Tech. Qui va prédire mon next move, à part l'intelligence d'Artemis, je ne sais pas. Oh, quel teasing! Donc, juste avant de passer à Vincent, forcément, c'est un sujet qui m'interpelle, mais c'est-à-dire que tu as référencé toutes les job boards. En fait, les entreprises rencontrent des talents, dépensent beaucoup d'argent pour rencontrer des talents. Donc, parmi nos clients, on bosse avec Accenture, Deloitte, LVMH. On a des clients en Asie, en Europe, aux États-Unis. On n'a pas levé de fonds, nous. On a fait que du bootstrapping. D'où les cernes parfois, mais même quand on lève, on peut avoir des cernes. Et donc en fait, les entreprises vont rencontrer des talents, mais vont pas forcément tous les exploiter. En fait, vont globalement exploiter que 2% des talents qu'elles ont rencontrés. Or, elles ont payé pour rencontrer tous ces talents. Tu le sais, les job boards, ça coûte super cher. LinkedIn, ça coûte super cher. Qui, dans la salle, a déjà postulé, n'a jamais été recontacté. Donc, toute cette perte-là, en fait, on va la revaloriser parce qu'on va garder ça dans un vivier, comme une base client côté marketing. Mais en fait, c'est la base talent. Et on va, en fait, engager la relation avant même que le talent soit candidat, pour essayer d'avoir le plus de candidatures possible. Donc, le plus de points de contact avec les talents pour créer une relation et qu'on apprenne à se connaître avant de demander à la personne de candidater. L'offre est accessible pour les petites L'offre est accessible pour les petites entreprises aussi. C'est important parce qu'on a l'impression qu'il va falloir débourser une somme astronomique pour avoir ce type de service. Non, notre objectif, c'est vraiment d'aider toutes les entreprises à créer des associations de job talent vertueuses pour que tout le monde puisse s'épanouir dans son travail. Donc, ça correspond à toutes les entreprises. Vincent, quelques mots sur Albert, la société, et justement, comment est-ce que vous utilisez, vous, l'IA chez Albert? Bonjour à tous et merci Alexia. Alors moi, je suis le plus vieux, je pense, 38 ans. Je suis celui qui a le plus d'enfants aussi, de l'assistance. Et c'est ma 2e entreprise également. Ça fait 15 ans que je suis dans le milieu des RH chez Albert, donc tu connais évidemment mieux que personne. Et c'est une solution qui permet de prédire les besoins en effectifs et en compétences, dans ce qu'on appelle également en anglais du Strategic Workforce Planning, la GPEC, c'est un peu moins sexy en français, mais qui permet d'anticiper les besoins de recrutement, de mobilité, de formation, parfois de décrutement aussi dans certains cas,
plutôt avec des grandes entreprises. Donc nous, notre cible, c'est plutôt de l'enterprise, donc à partir de 5000 collaborateurs jusqu'à un petit peu plus. La première boîte était bootstrappée, c'est dur. La deuxième est soulevée, puisqu'on a levé des fonds en octobre dernier, on a levé 2,5 millions. C'est fatigant aussi, je te rassure. Mais ça nous permet quand même d'accélérer sur nos différents sujets. Et l'IA, nous, en fait, elle intervient à 3 niveaux dans Albert. La première, c'est que déjà, il y en a dans notre produit. Pourquoi ? Parce que comme on récupère beaucoup de données des entreprises et que la donnée est dans un état parfois approximatif, sur un job donné, comme on projette sur les métiers dans le futur, c'est du texte. Et le texte, selon qui l'a rentré et saisi, il y a des erreurs. Il y a des fautes d'orthographe, c'est dans différentes langues. Donc voilà, entre opérateur, opératrice, opérador, alors moi j'ai pas fait espagnol, j'ai fait allemand, ça s'entend je pense. Il va y avoir des différences et donc forcément il faut nettoyer tout ça. Ensuite, on projette dans le futur, donc on a des algos de machine learning et ensuite il faut l'accès à l'information. Et là on travaille sur du prompt parce que c'est un peu ça la mécanique de demain pour accéder à l'info. Deuxième niveau, c'est qu'on prédit tous les changements au niveau de l'entreprise et l'IA est un changement. Donc c'est-à-dire qu'on aide des entreprises à se préparer par rapport aux changements et quantitatifs et qualitatifs qui pourront intervenir dans les jobs. Un exemple, dans la banque, le chèque, enfin je sais pas quand vous avez fait un chèque la dernière fois. J'étais pas née. Ouais, Elle a dit j'étais pas née. Elle a dit j'étais pas née, je précise. Donc c'était il y a longtemps quand même, et forcément c'est pas un métier qui est en croissance au niveau des effectifs. C'est aussi un métier qui évolue qualitativement parce que demain il y a une IA qui va mieux lire qu'un pharmacien ce qui est écrit sur les chèques et le déchiffrer. Donc tout ça, il faut l'anticiper. Les entreprises sont face à ces enjeux-là, se posent ces questions de comment est-ce qu'elles peuvent intégrer et mesurer l'impact. Et le troisième niveau, c'est évidemment que nous, en tant que professionnels, on a de l'IA dans notre quotidien, dans nos outils de travail. Et c'est arrivé par nos développeurs qui utilisent de plus en plus Copilot, mais c'est intéressant de se dire que même les gens qui n'ont pas de connaissances techniques ou qui en ont des très anciennes comme moi et qui n'avaient pas touché une ligne de code depuis 15 ans, je peux faire des scripts en 3 prompts et commencer à récupérer de l'info. Et donc quelqu'un qui travaille en Ops, par exemple, qui n'est pas très bon en code, c'est pas grave. S'il a besoin de récupérer la data, il peut le faire assez facilement. Donc voilà, il y a plein d'endroits en fait où l'IA fait partie aujourd'hui de notre quotidien complètement. Alors, tu parlais de prompt, justement. J'ai l'impression que c'est la nouvelle compétence que tout le monde doit avoir pour utiliser l'IA au quotidien. Justement, Hugo, comment est-ce que toi, tu utilises cette IA pour la création de contenu ? Est-ce que c'est vraiment les prompts, justement, avec ChatGPT qui sont les plus importants ? Est-ce que c'est encore d'autres types d'IA pour créer des images ? On voit tellement d'images maintenant faites avec les IA dans les contenus sur Instagram, TikTok. Comment tu l'utilises, toi ? C'est vrai qu'en fait, très vite, quand on a vu l'IA qui est arrivée, donc on a commencé par tous jouer avec ChatGPT. On a commencé, comme tu le dis, à tous essayer de comprendre ce nouvel art qui est l'art du prompt. Et franchement, moi, au début, quand on m'a demandé de venir ici, de partager la scène avec ces 3 entrepreneurs, j'étais un peu stressé parce que je me suis dit, moi, je suis pas du tout un expert de l'IA. Je suis juste un entrepreneur qui s'est beaucoup intéressé quotidiennement à l'IA depuis un peu plus d'1 an et qui essaye de semaine en semaine de beaucoup plus l'utiliser, pas pour qu'elle nous remplace, pour qu'elle remplace notre boulot, mais pour l'utiliser comme un assistant ou une assistante, ça dépend si vous le masculinisez ou si vous le féminisez, et un ou plusieurs assistants pour en fait gagner du temps et à moindre coût. Donc nous, ça a vraiment été notre ADN tout de suite sur l'utilisation qu'on voulait faire de l'IA dans notre travail, quoi. Mais Hugo, c'est exactement ce qu'on veut savoir. C'est comment, depuis 1 an, tu as fait pour t'auto-former ? C'était une intro bien trop longue, je sais. C'était que l'intro, Hugo. On veut savoir exactement quelles ont été les étapes et justement pour faire gagner du temps à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui sont présents. C'est vrai que donc, utiliser ChatGPT, déjà, c'est une chose. Hein. Savoir du coup préparer les bons prompts pour faire des choses, mais ultra banales. Moi, je vais pouvoir donner des cas très concrets. Je parle anglais, mais très mal. Donc, c'est-à-dire qu'avant, ça fait 15 ans que j'écris des mails à des partenaires ou des clients anglo-saxons en pensant que c'est génialissime. Maintenant que je me fais corriger à ChatGPT, que j'ai prompté pour qu'il soit, je l'ai prompté comme si c'était mon assistant qui est né aux États-Unis, qui parle de cette manière parce que je veux que mes mails ils restent quand même formels. Parce que moi, pareil, tu me fais lire un mail en anglais, je sais pas trop te dire si c'est le même ton que moi en français, tu vois. Donc je veux quand même que ça me ressemble. Donc j'ai appris à ChatGPT à le faire. Et maintenant que mon prompt il est fait, je prends juste mes mails dégueulasses en anglais, je les copie sur ChatGPT dans ce channel avec ce prompt et il me les remet dans un anglais nickel, formel,
presque en fait avec du tutoiement mais à l'anglaise et et surtout avec zéro faute de grammaire, zéro faute d'orthographe, etc. Voilà, tu vois déjà rien que ce genre de petits trucs, ça change tout. Après moi c'est plus l'utilisation des outils qui sont liés à l'IA pour la création de contenu que je me suis mis à utiliser. Je peux donner plusieurs exemples. Nous, nos clients, on les aide à créer beaucoup de contenu, mais on en crée également beaucoup, que ce soit encore une fois à l'écrit, que ce soit en vidéo ou à l'audio. Et quand c'est à l'écrit, ça peut être du tweet, du thread, donc ça peut être très court, ça peut être de l'Insta ou du Facebook, un peu plus long, ça peut être du LinkedIn, encore plus long, de la newsletter, encore plus long, de l'article de blog, il faut que ça soit SEO friendly, enfin bref, un seul et même sujet. Aujourd'hui, si tu veux le mettre sur toutes les plateformes, il faut le réécrire du coup 6 ou 7 fois. Maintenant, encore une fois, avec le bon prompt ou avec les bons outils, donc soit des outils qui font un peu de tout, ou des outils très ciblés LinkedIn, des outils très ciblés SEO, des outils très ciblés newsletter, tu pars d'un thème, tu pars d'un prompt en fait qui est ton bullet point avec ton point de vue et tous les exemples que tu veux donner. Et là, en fait, encore une fois, ce qui t'aurait pris 3 heures va te prendre une demi-heure parce qu'il va tout écrire directement. Je vais rajouter juste une chose, on n'est pas bête et méchant, on ne prend pas le contenu et on le republie comme ça de manière bête et méchant, on y remet toujours notre touch, mais encore une fois, un article qui nous aurait pris par exemple 1h30 à écrire, bah là ça nous prend un quart d'heure. On va parler d'éthique aussi au niveau de l'intelligence artificielle. Bruno, toi qui es très lié aux États-Unis, tu es à San Francisco, j'imagine que la question de l'éthique est posée aussi là-bas par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous éclairer sur justement quelles sont les avancées qui vont être faites par rapport à ça? Et puis nous aussi, en tant qu'utilisateurs, comment on peut être des consommateurs éthiques de l'IA sans être dans l'abus, on va dire, de tout ce que ces nouvelles applications peuvent nous donner pour créer du contenu? Yes. Alors, j'ai pas envie de donner un discours trop technique, donc je vais essayer de donner juste des chiffres qui pourront vous parler. Bon, déjà, l'IA générative, c'est génial, mais je pense qu'il faut savoir l'utiliser de manière intelligente. En fait, il ne faut pas oublier que l'être humain, il est très intelligent, et qu'en fait, quand ça sert justement à améliorer des choses du quotidien sans forcément trop réfléchir, c'est très bien. Pour vous donner quelques chiffres, en fait, un GPT-4, qui est le modèle payant de OpenAI, c'est 8 modèles qui ont 200 milliards de paramètres chacun. 200 milliards de paramètres chacun, multiplié par 8, ça fait 1600 milliards de paramètres. Il faut savoir qu'un chat, ça a 1 million, à peu près pareil, 1600 milliards de paramètres. Okay. Donc en fait, aujourd'hui, l'intelligence la plus utilisée, elle est comparable en fait à l'intelligence d'un chat. Les chats sont très intelligents. Bon. Je ne vais pas les dénigrer, mais ça reste des chats. Donc bon. donc voilà. Donc tout ça, c'est pour vous dire que en fait, on a beaucoup avancé sur ces technologies-là, mais en fait, on reste très loin de l'intelligence du cerveau humain. Donc en fait, il faut que vous continuez à utiliser votre intelligence. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'était que en fait, une intelligence artificielle, c'est basé sur des modèles. Ces modèles sont basés sur des datasets qu'on va collecter. Et en fait, ces données qu'on va utiliser, parfois elles sont erronées, parfois elles sont corrompues, parfois elles sont inexactes. Donc en gros, il faut aussi faire attention aux données à l'utilisation qu'on fait, parce que potentiellement, on peut intégrer des erreurs. Il y a eu cette histoire où il y a un avocat qui a essayé de faire un plaidoyer en utilisant ChatGPT, et il s'est complètement ramassé. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire que il y a une vigilance à avoir par rapport à ça. Et ensuite, tout ça, ces milliards de paramètres qu'on entraîne à être de plus en plus intelligents, c'est énormément de ressources. Donc c'est de l'eau, c'est de l'électricité, donc c'est de l'eau, c'est du stockage de données, c'est plein de choses. Donc nous, par exemple, les entreprises avec qui on part, notre postulat de base, X à la base, c'est la lettre X. C'est le croisement entre ce qu'on pense que les entreprises du 21e siècle doivent être dans leur ADN, c'est technologie et développement durable. Donc il n'y a pas de
de possibilité de nouvelles technologies sans développement durable et il n'y aura pas de possibilité de développement durable optimum sans technologie. Donc nous, c'est comment on peut faire le croisement entre les deux et comment on peut faire en sorte que ces entreprises-là, quand elles travaillent, elles aient ça en perspective. Donc en gros, nous, quand on a des clients qui nous disent on collecte 5 téraoctets par heure, 5 téraoctets, c'est 5000 gigas, et que en fait, on n'en utilise que 1%, en fait, on leur dit et si nous, on vous permettait d'aller à ces 1% directement là, donc en fait, de réduire drastiquement le nombre de données qu'ils utilisent, donc pour pouvoir avoir avoir des, on va dire une infrastructure beaucoup plus vertueuse. Merci. Charlotte, j'allais te poser la question justement, comment est-ce que on recrute en détectant les signaux faibles. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de voir un chat derrière en train de chat GPT, ouais. Voilà, de refaire du recrutement, c'est un peu particulier. Non, plus sérieusement justement, comment, parce que en fait, quand on entreprend, je pense que la donnée la plus importante, au-delà du produit et de ce qu'on vend aux clients, c'est l'un des premiers recrutements. Les premiers recrutements, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important pour le développement de la société. Et Dieu sait que c'est compliqué de recruter si les grands groupes n'y arrivent pas forcément, encore moins ceux qui ne sont pas habitués à cet exercice de recruter. Comment est-ce que toi, tu peux nous conseiller, à nous, entrepreneurs, de pouvoir justement utiliser peut-être, alors effectivement ta solution, mais l'intelligence artificielle au sens large, pour détecter dans les signaux faibles les centres d'intérêt, peut-être au travers des communautés, peut-être au travers des influenceurs, on en a quelques-uns ici. Comment on arrive à détecter ces talents quand on n'est pas RH ? Effectivement, c'est très très important le recrutement. Et le premier, son associé. C'est, je pense, la première cause d'échec des startups. Et je sais ce que c'est que d'avoir des problèmes avec son associé. Et donc ça, c'est un des premiers signaux. Et donc là, j'ai un nouvel associé qui est rentré. Et en fait, on a fait des tests de personnalité, des tests de motivation aussi, qui sont basés sur de l'IA et qui vont aussi en fait voir un peu les biais qu'on peut avoir pour nous aider à communiquer de la bonne manière. Donc par exemple, le disque est assez connu, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, derrière, de les analyser avec de l'IA pour dire, voilà, on voit des patterns d'une personne qui est câblée un peu comme ça, avec une personne qui est câblée un peu comme ça. Voilà les facteurs de risque de la relation. Voilà ce qui va être vertueux. Quand il y a un sujet comme celui-ci, pour se mettre un peu en mode caméléon, pour que l'autre puisse bien nous écouter. Voilà les conseils, parce qu'en fait, ils ont analysé plein de conversations entre justement des personnes qui étaient câblées différemment. Avec le disque, par exemple, c'est les couleurs rouge, jaune, vert, bleu. Bon, moi, à la base, je pensais que c'était pipeau, mais en fait, ça l'est pas du tout. Vraiment pas. Non, vraiment, c'est là pour le coup, dans vos recrutements, il y a beaucoup de cabinets de conseil qui l'utilisent et je vous recommande de l'utiliser. Est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Comment on peut avoir c'est accessible à tout le monde. Vous tapez test du disque. Je pense qu'il y en a qui doivent être gratuits ou très peu chers. Ou là, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Ça prend 15 minutes à faire pour vos candidats. C'est assez intéressant. Et même en interne. Hein. Ouais, en interne aussi. Pour savoir comment fonctionner en équipe, c'est super bien. C'est top. Et c'est des tests en fait qui posent des questions, la façon dont elles posent des questions, etc. Il y a de l'IA en fait qui a permis d'optimiser ces tests. Ça, c'est vachement intéressant. Et nous, en fait, par l'IA, ce qu'on voit, c'est le fait de construire une relation avec le talent en amont, que le talent soit dispo sur le marché ou d'avoir le besoin de recrutement. Donc, c'est-à-dire qu'on va juste envoyer des messages sur LinkedIn ou des WhatsApp ou des emails. Enfin, tout ce qui se passe en marketing, on l'adapte au monde du recrutement. En voyant sur la donnée comportementale, si la personne clique sur des projets très précis, en voyant si elle réagit à des choses ou pas, on va voir si elle est intéressée par le projet. En fait, on va créer une relation avant même de savoir qu'on a envie de se rencontrer, quoi. Et donc ça crée énormément de liens avant. Et en fait, quand le talent arrive, il est déjà assez au courant des valeurs de l'entreprise, de ses projets à venir. Et il sait, en fait, le talent, il sait un petit peu quel est le quotidien de cette entreprise et quelles sont les projections de demain. Et il n'a pas l'impression qu'on lui mente sur la marchandise, de la même manière que l'entreprise a vu un peu ce qui drivait le talent, donc est capable de lui proposer quelque chose en adéquation. Chez Albert, du coup, c'est aussi ça que vous recommandez par rapport au recrutement, c'est d'avoir cette intelligence artificielle qui vient aider à la décision, à la prise de décision, si oui ou non on embauche quelqu'un qui est assez compatible avec nous, c'est à ce moment précis ? Je pense qu'il ne faut pas non plus se dire que
que l'IA va décider à ta place de qui tu vas C'est prendre ou important pas. de le souligner. Ouais, non, mais c'est important de le souligner. En plus, maintenant, le recrutement est un processus extrêmement encadré. Il faut être capable de justifier pourquoi tu prends pas quelqu'un. On a plein d'exemples de témoignages de boîtes qui ont confié ça à des algorithmes et qui, du coup, n'ont pas ce qu'on appelle transparency by design et donc savent pas dire pourquoi ils ont refusé une candidature. Donc, c'est hyper important qu'il y ait une supervision manuelle, que ça t'aide à scorer et à trier des candidatures éventuellement. Ça, c'est super bien. Mais tu pourras jamais laisser le décisionnel. Et c'est le cas chez nous, hein, du côté d'Albert. Tu vas pas confier la responsabilité potentiellement je sais pas, peut-être d'embaucher 500 personnes ou au contraire de déclencher un plan sur le même volume de personnes à uniquement un algorithme. Il a besoin d'être supervisé. Enfin voilà, t'imagines si ton DRH s'appelle Croquette et prend des décisions à ta place, on va pas confier ça à eux. Donc non, du coup c'est encadré. Par contre, je crois beaucoup effectivement à des outils comme le disque. C'est pas forcément pour dire oui, non à la personne, mais pour l'orienter et comprendre dans quel environnement elle s'épanouira. Moi, le disque m'a servi à comprendre qu'avec mon premier CTO, donc avant même qu'on crée la société, quand c'était encore un proto, ben on fonctionnait pas bien. Et que en fait ça allait pas le faire. Oui. Et c'est comme ça que grâce à ça que j'ai en fait rencontré mon CTO actuel avec qui on développe l'aventure et avec qui ça a rien à voir. On est complètement alignés sur les valeurs et ce qu'on recherche. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. J'aimerais bien faire un tour d'horizon sur. Vous avez 1 minute chacun pour donner un maximum d'informations aux entrepreneurs sur comment utiliser l'IA dans leur quotidien, dans leur début entrepreneurial. Je commence par toi. Moi, j'aimerais plutôt faire passer un message. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont impressionnées par l'intelligence artificielle, parce que c'est quelque chose qui est arrivé dans le quotidien des gens depuis très peu. Nous, on travaille sur ça depuis 5 ans, donc moi, quand j'ai vu tout ça arriver, je me suis dit, ok, c'est cool. Mais en fait, le mot, c'est intelligence artificielle. Faut pas oublier artificiel. Donc en fait, à la base, vous êtes intelligent et en gros, il faut surtout pas que vous vous laissez impressionner en vous disant qu'il y a une intelligence artificielle qui aujourd'hui n'est pas forcément plus intelligente qu'un chat, qui va dicter votre vie, etc., etc. Donc sincèrement, moi je rencontre plein de gens qui me disent je sais pas, je vais perdre mon job, je sais pas comment utiliser ces outils, etc., et qui paniquent. Parce que il y a des gens qui en profitent et qui servent de ça pour faire des formations en ligne, etc., etc. Enfin voilà, moi le message que je voulais vous donner, c'est soyez pas plus impressionnés que ça. L'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence artificielle. Si vous restez fidèle en fait à l'apprentissage comme on l'a toujours fait, en fait vous allez toujours pouvoir avoir un métier, et réussir dans votre vie. Donc voilà, moi c'était vraiment ce message-là que je voulais passer parce que je pense que c'est très important. Voilà. Merci Hugo. Moi, du coup, si j'ai 1 minute, je vais essayer de me rappeler de tous les outils qu'on utilise, comme ça, surtout pour ceux qui sont ici, parce que je crois que c'est enregistré, donc il faut regarder également le replay. Nous, c'est vrai qu'on va utiliser toute une batterie d'outils. Alors, j'espère me rappeler de tous, parce que c'est pas toujours moi dans l'équipe qui les utilise. Par exemple, sur la partie écrite, nous, on va beaucoup utiliser un outil qui s'appelle Redactai. C'est-à-dire qu'en fait, Redactai, il prend en fait tous tes posts LinkedIn et tout ce que tu as pu écrire, un peu en mode machine learning. Et après, encore une fois, à partir de prompts très faciles, qui sont un titre et quelques points de prompt, il va pouvoir te faire plein de propositions de posts écrits, encore une fois, plus ou moins longs, qui vont encore une fois écrire comme toi. Pareil pour aller de la partie texte to voice to texte, ou de la partie vidéo to texte. Aujourd'hui, on peut partir d'une vidéo YouTube, par exemple d'une conférence comme celle qu'on vient de faire. Il suffit de la faire passer dans certains outils comme PodSqueeze ou HappyScribe ou ce genre d'outils, et ils vont pouvoir la séparer en plusieurs parties, en 4 parties, en disant à un moment donné, c'est un tel qui a dit ça, voici la thématique. Est-ce que tu veux partir de cette thématique? Oui, je veux partir de cette thématique. Tu peux en écrire un post LinkedIn, un article de blog pour le SEO, et bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, avec la bonne stack, ce qu'avant vous auriez mis une journée à faire, aujourd'hui vous pouvez mettre 1 heure, ou là vous auriez dû recruter 2 personnes, aujourd'hui vous pouvez recruter une seule personne, mais il a raison, ne soyez pas des putains de chats, restez des êtres humains. Merci beaucoup Charlotte, en quelques secondes. En fait, l'IA, ça existe depuis très longtemps, le fait de mettre une boucle if, donc si ça, alors fais ça.
c'est de l'IA déjà. Donc, ce qu'une calculatrice Texas ou Casio sait quand vous étiez au collège ou au lycée, ça c'est déjà de l'IA. Donc, faut pas être impressionné par ça. Je pense que si vous faites de l'IA ou si vous utilisez l'IA, ce qui est super important, c'est d'expliquer comment vous l'utilisez. Pourquoi ? Parce qu'il faut éduquer. C'est hyper important. Nous, on est hyper pédagogue, surtout quand on vend à des RH qui sont pas les plus technophiles. Et ben en fait, on leur explique. Et rien que le fait d'expliquer comment vous utilisez l'IA et pourquoi vous l'utilisez, de ce côté un peu empower les gens. Je suis désolée pour l'anglicisme, j'ai pas d'autres mots. Ben ça aide. Enfin, vraiment, ça leur permet de comprendre et de démystifier un petit peu tout ça. Et nous, personnellement, on prend le parti pris de pas du tout mettre IA dans nos pitch decks ni dans nos sales decks, parce que en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent alors que c'est un peu pipeau. Donc, si vous l'utilisez, faites-le vraiment bien, expliquez pourquoi, et soyez pas impressionnés. Encore une fois, je pense que c'est vrai. Il faut démystifier un peu tout ça. Merci. Vincent, le mot de la fin. Un conseil et peut-être un message également. Le conseil, moi, j'utilise beaucoup les custom GPT. Puisque tu parlais des outils que tu utilisais au quotidien, réfléchissez pas, ça coûte 20 € par mois, ça vaut le coup. Et alors moi, j'utilise un usage un peu personnel, c'est que quand il y a un livre que j'aime bien, je le mets dedans en format électronique et je lui pose des questions pour qu'il me resynthétise et qu'il me restitue des choses que j'ai oubliées, etc. Beaucoup de bouquins de management comme ça, dans telle situation, selon la méthode, machin, qu'est-ce que je dois faire, etc. C'est hyper utile, vous gagnez un temps, mais de fou. Enfin voilà, donc je vous le recommande. Et puis le message, je vais te rejoindre sur ce que tu disais sur l'IA. Ça reste un outil, on se détend. Hein. Il y a 10 ans, on nous avait prédit la moitié des jobs qui allaient disparaître. Non. Ça a été mesuré, c'est 2%. C'était une étude McKinsey qui disait 50% des jobs. Tout va bien se passer, le mythe prométhéen, soit Terminator, soit c'est génial, on va plus travailler. Enfin, voilà, donc il y a de la bêtise artificielle et puis il y a de l'intelligence bien bio, bien naturelle. Et donc voilà. Merci. Vive l'intelligence bio. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Ciao.